So, schönen guten Abend. Wir sind als beginnen zu Straßburg für den Interview vom Mond. Heute haben wir einen ganz speziellen Interlokuteur, das ist den Herr Danjean, Arnaud Danjean. Hier ist am Europaparlament seit 2009, er ist 1971 geboren. Er hat einen ganz remarkablen Parcours. Er sich war am Balkan, wie der Krieg war, und hat für die französische Regierung geschafft. Das ist ein exzellenter Kenner vom westlichen Balkan, ein guter Kenner vom Afghanistan. Er ist im Moment Präsident am Europaparlament von der Kommission über die Sicherheit. An der Qualität hat noch schon den einen oder anderen Rapport über die Sicherheits- und Außenpolitik gemacht an der Europäischen Union. Ich bin ganz froh, dass wir heute bei uns sind. Bonsoir, Monsieur Danjean. Bonsoir. C'est un réel plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous au sujet de... Enfin, vous avez un parcours quand même assez exceptionnel. Avant d'entrer en politique, vous avez été envoyé donc, de votre gouvernement ou des autorités françaises dans les Balkans occidentaux, en pleine guerre, donc à Sarajevo. Vous êtes un excellent connaisseur des Balkans de l'Ouest, de l'Afghanistan, disais-je dans mes propos introductifs. Donc vous avez aussi été... à Genève, au siège des Nations Unies. Qu'est-ce qui vous a motivé pour aller en politique? C'est une question que je me pose encore souvent aujourd'hui, compte tenu de la dureté aujourd'hui de faire de la politique. Nos concitoyens voient bien souvent les honneurs qui s'y attachent. Moi je trouve, je ne sais pas si c'est votre expérience aussi, que le climat se durcit beaucoup, qu'il y a beaucoup de discrédits qui touchent l'action publique en général et puis l'action politique en particulier. Donc parfois je me pose cette question. En fait, j'avais l'impression d'avoir, à travers le parcours que vous avez résumé, ce parcours de fonctionnaire français au service de l'État, d'avoir fait beaucoup de choses extrêmement intenses dans des périodes de crise, dans des zones de crise. Et j'avais envie de passer, j'allais dire, de l'autre côté du miroir ou de la barrière, c'est-à-dire d'être du côté de ceux qui conçoivent la politique et plus exclusivement de ceux qui l'appliquent. Quand vous êtes fonctionnaire dans les Balkans, en Afghanistan, sur la scène internationale, vous appliquez une politique qui est décidée par votre gouvernement. Modestement, j'avais envie de participer à l'élaboration de cette politique et plus seulement à son application. C'est une ambition qui était et qui reste très modeste parce que je suis conscient des limites de l'exercice, des limites aussi de mes compétences. Mais voilà, je trouvais assez excitant d'un certain point de vue de le faire et de le faire particulièrement ici au Parlement européen, qui est sans doute l'Assemblée qui se prête le plus à cette vision panoramique de l'Europe et du monde en général. Alors que les parlements nationaux, je les trouve parfois, c'est normal, c'est aussi leurs attributions, mais un peu plus étriqués sur leurs compétences locales et nationales. Nous avons tous les deux une expérience au niveau exécutif et parlementaire. La mienne est un peu plus longue. Est-ce que vous croyez que le Parlement européen a trouvé le rythme approprié pour répondre aux aspirations qui sont les nôtres? Je crains malheureusement qu'une occasion ait été perdue et qu'on ait finalement peut-être régressé depuis 2 ans. C'est tout à fait paradoxal parce que je pense que le traité de Lisbonne nous donnait beaucoup plus de prérogatives, qu'il y a eu une espèce d'enthousiasme après 2009 et qu'on a senti dans cette assemblée, même si mon expérience est moins longue que la vôtre en la matière, mais on sentait quand même une aspiration de ce Parlement à jouer un rôle beaucoup plus affirmé. Et ça se retrouvait d'ailleurs dans nos négociations avec les autres institutions européennes, le Conseil, la Commission, qui étaient obligés de tenir compte du Parlement, qui le sont toujours au titre des textes. Mais aujourd'hui, je trouve que cet enthousiasme, cette aspiration a un peu baissé. Pour de bonnes et de mauvaises raisons. La bonne raison, entre guillemets, c'est que votre compatriote, M. Juncker, à la tête de la Commission européenne, a voulu mettre peut-être un terme à l'inflation législative et faire que l'Europe ne soit plus perçue par nos concitoyens comme s'occupant de trop de choses dans tous ces détails. Ça, c'est plutôt une bonne chose. La mauvaise chose, de mon point de vue, et qui trahit quand même un climat inquiétant en Europe, c'est le fait que ce Parlement est plus fractionné que jamais. L'entrée dans ce Parlement des groupes populistes, d'extrême gauche, d'extrême droite,
au sein de nos propres groupes un peu plus traditionnels aussi des dissonances qui existent maintenant entre les pays dits de l'Est, les pays d'Europe occidentale, les pays du Sud, avec chacun son agenda. Tout cela concourt, je trouve, à éclater un peu la représentation européenne. Est-ce que ce n'est pas la politique européenne qui est trop fractionnée, qui est trop segmentée? On ne sait plus trop qui fait quoi. Quand Mme Merkel et M. Hollande vont négocier avec Poutine sur le sort de la partie orientale de l'Ukraine, on se demande, mais où est Mme Mogherini, qui est en fait la ministre des Affaires étrangères, qui ne s'avoue pas parce que les Britanniques ont toujours voulu prendre distance par rapport à une dénomination ministérielle, parce que ça colle trop à l'existence d'un État, ce que l'Europe n'est pas ou pas encore. Comment vous voyez ça? Je pense qu'il y a deux phénomènes que vous soulignez. Il y a d'un côté une renationalisation des enjeux. Chacun voit les enjeux à sa mesure, ou à sa démesure peut-être. On l'a vu sur le problème migratoire, qui est un problème. C'est pas Poutine qui ne veut pas parler avec l'Europe? Lui instrumentalise ça bien sûr, oui. Mais chacun a tendance à essayer de régler la question selon son propre agenda national. On l'a vu sur les migrations, on le voit sur certaines crises internationales. Et deuxièmement, en conjonction avec ça malheureusement, un manque de leadership européen, des personnalités qui incarnent les institutions européennes, avec, vous l'avez dit, aussi des jeux extérieurs, des instrumentalisations, notamment celle de M. Poutine, qui contribuent à cette déliquescence. La crise que nous traversons actuellement, de mon point de vue, c'est une crise de l'État national qui touche à ses limites. On ne peut plus avancer dès lors qu'on se refuse à transférer des compétences au niveau européen. Est-ce que c'est aussi votre analyse? On accuse, de mon point de vue, à tort, pas toujours, mais très souvent à tort, l'Union européenne de ne pas pouvoir agir. Mais il faut d'abord qu'elle soit dépositaire des compétences de la part des États membres. Vous avez tout à fait raison, le débat est complètement faussé dans nos opinions publiques. Dès lors qu'un enjeu se pose, je vois la question sur le terrorisme récemment, cette actualité tragique, immédiatement les réponses à Paris ont été des réponses que moi j'appelle des réponses de diversion en disant mais que fait l'Europe? Où est l'Europe? L'Europe n'est pas efficace. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Mais l'Europe n'est pas efficace en la matière parce qu'elle n'a pas de prérogatives véritablement en la matière. Les prérogatives restent quasi exclusivement nationales et les États veillent jalousement à ces prérogatives-là. Est-ce qu'on avance? Il y a deux choses qui n'ont pas fonctionné sur les attentats, enfin il y en a peut-être plus, mais en tout cas il y a deux principales préoccupations. C'est d'abord le recueil du renseignement au plus près du terrain qui fait qu'on n'a pas identifié des individus qui gravitaient autour des lieux qu'ils allaient attaquer. Le deuxième problème, c'est l'échange et la coordination. L'Europe ne peut pas agir, de mon point de vue, sur le recueil de renseignements qui doit rester quelque chose, encore une fois, au plus près du terrain parce que nous avons des lacunes de terrain. Il faudrait le faire en 24 langues. Voilà. Mais en revanche, je crois que l'Europe, évidemment, a un rôle à jouer dans ce qui est de la coordination. Oui. Moi, j'utilise aussi beaucoup le mot d'harmonisation parce que je pense que sur le plan judiciaire, sur le plan des méthodes, sur le plan aussi des plateformes d'échange de renseignements, on a un système qui est beaucoup trop éclaté. Mais je ne vais pas jusqu'à prôner la création d'une superstructure européenne. Je crois que l'enjeu n'est pas là. Mais encore faut-il effectivement que les États concèdent un certain nombre de prérogatives à l'Europe, ce qu'ils rechignent à faire, mais ils ne l'avouent pas. Mais vous êtes bien placé en votre qualité de président de la sous-commission sécurité pour faire une évaluation et informer le Parlement sur les progrès et les échecs éventuels en la matière. Abordons maintenant le volet extérieur. Vous êtes aussi un spécialiste des relations extérieures. J'ai lu dans votre biographie que vous avez appuyé la France dans son intervention au Mali. Quand les terroristes étaient à 50 km de Bamako, il fallait intervenir et vous avez appuyé François Hollande dans son action. Est-ce que vous partagez le concept de Bernard Kouchner sur le droit d'ingérence? Je pense que c'est un concept qui a évolué. On a eu plusieurs périodes. On a eu cette période effectivement des années 90 avec le traumatisme en particulier de la Bosnie que j'avais vécu moi très intimement aussi, où les interventions se sont justifiées au regard des exactions qui étaient commises sur le continent européen.
Et j'allais dire, de la Bosnie de 95, c'était déjà très tardif en Bosnie, hein, on a beaucoup trop hésité, mais de 95 jusqu'en l'intervention en Afghanistan en 2001, on a eu la Bosnie, le Kosovo, l'Afghanistan, un certain nombre d'interventions qui étaient justifiées et qui paraissaient justifiables aux yeux de nos opinions publiques. Malheureusement, nous arrivons et après, il y a eu l'Irak, et à mon avis, on a eu une rupture avec l'Irak, une rupture conceptuelle et opérationnelle avec cette intervention unilatérale américaine. Et depuis, je pense que c'est un peu au cas. Moi, je suis revenu à une conception beaucoup plus pragmatique, au cas par cas. Oui. Voilà. Je crois que nous allons devoir reprendre, lors d'une autre interview, la suite de ce que vous n'avez pas pu dire. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Voilà, dat war het voor deze maand. Die je ziet, dat is nog genoeg stof voor meer wie één interview wat hem zelfs net te maken. Dus van hem vielmals merci en eerst naar een schönen avond. Merci.